Bienvenue à vous Nicolas Perrault pour ce podcast qui traite de durabilité et d'élevage bovin en Europe. Nicolas Perrault, bonjour. Vous êtes éleveur. Exactement. Bonjour. Alors quelques questions, on va parler de durabilité aujourd'hui. Oui. Et des questions générales d'abord, qu'est-ce que ça signifie pour vous, durabilité ? Alors dans le métier d'éleveur, finalement la durabilité, elle a un grand sens au quotidien parce qu'on travaille ici en Wallonie et moi dans mon cas dans une petite ferme familiale. La ferme elle se situe au cœur de l'Ardenne belge et finalement on doit tout le temps travailler et composer avec les aléas de la nature et on a appris ça depuis bien longtemps et donc finalement on apprend à respecter la nature, respecter l'environnement, donc le principe de durabilité environnementale, mais aussi le bien-être de nos animaux, essayer d'avoir une ferme qui est capable de se transmettre aux générations futures, qui économiquement est viable et qui finalement permet de nourrir la population qui est autour de nous. Donc on ne se projette pas uniquement dans un profit à court terme comme des grandes entreprises, mais vraiment s'intégrer dans un cadre de travail et un cadre social, dans un environnement qui nous entoure pour vraiment effectuer notre travail et pouvoir le transmettre ensuite aux générations futures. En fait, de facto, vous travaillez, vous composez avec les trois piliers essentiels de la durabilité, le social, l'environnement et l'équilibre économique en fait. C'est ça, exactement. Alors, quels sont, selon vous, les grands défis pour rendre l'élevage bovin plus durable aujourd'hui en Europe ? Alors ça, c'est une grande question que l'Europe se pose et je pense qu'elle est parfois mal traitée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a surtout un souci déjà de communication. On confond beaucoup l'élevage industriel avec le petit élevage paysan comme on le connaît par exemple chez moi. Et finalement, ça nous fait du tort parce qu'on est assimilé à ce qu'on appelle l'élevage de manière générale. Mais je pense qu'une ferme laitière industrielle en Hongrie n'a peu de rapport entre guillemets avec une ferme comme on la connaît chez moi. L'élevage, c'est toujours structuré selon la qualité des sols où elle est faite. Et par exemple, dans l'Ardenne chez moi, c'est une petite ferme sur des sols assez pauvres et donc finalement on ne sait y faire pas vraiment de culture mais beaucoup d'élevage et donc on est obligé de le faire de manière très durable. Donc je pense qu'il faut surtout revenir et mettre en avant des élevages qui sont plutôt familiaux, plutôt à taille humaine, c'est ça. Et savoir scinder en fait l'élevage qui est plutôt industrialisé, qu'on pourrait considérer comme une production industrielle, d'un élevage paysan qui existe encore et qui lui a toujours respecté la nature depuis des siècles et qui je pense est la seule solution à long terme, c'est-à-dire un équilibre très intéressant entre productivisme et respect de la nature. Et respect de la nature. Comment percevez-vous la demande des consommateurs vis-à-vis de la durabilité justement ? Alors les consommateurs, on sent qu'il y a toujours une demande et qu'elle est de plus en plus forte pour un produit qui soit durable, qui soit local et qui soit respectueux du bien-être de l'animal. Et donc les gens essayent de plus en plus de se fournir chez leur boucher du coin ou alors dans un magasin qui travaille avec des filières courtes. Le grand souci, je pense encore actuellement, c'est que le consommateur est demandeur, mais il y a un grand flou dans la commercialisation, c'est-à-dire que vous avez des produits industriels qui se font passer pour des produits locaux, durables, alors que ce n'est pas réellement le cas. Et donc je pense que la seule solution, c'est de pouvoir communiquer et amener de la transparence dans la filière avec l'éleveur qui peut proposer sa viande en direct ou en tout cas qui peut communiquer sur sa viande dans les étals directement des magasins. Et la seule façon qu'a la personne de s'approvisionner de manière, on va dire, durable et locale, c'est de savoir d'où vient la viande exactement. Comment elle est produite. La traçabilité. Voilà. Vous avez déjà évoqué le sujet, mais est-ce que vous pouvez décrire en tant qu'éleveur, oui, précisément cette façon d'élever les animaux dans le principe de la durabilité ? Oui. Et donc, en fait, ici, ma ferme, elle est sous le principe de naisseur-éleveur-engraisseur. C'est-à-dire que les animaux passent toute leur vie sur la ferme. Donc déjà ça, c'est très important parce que l'animal ne va pas subir des stress de transport entre une ferme à l'autre. Finalement, quand les animaux se retrouvent dans des centres d'engraissement, ce sont des animaux qu'on regroupe de plein de fermes différentes et vous avez un challenge aussi immunitaire. Donc les animaux ne se connaissent pas, ne connaissent pas et donc tombent plus facilement malades, sont plus vite stressés. Vous avez des relations de dominance qui s'installent. Ici, quand un animal reste toute sa vie dans la même ferme, au niveau de son bien-être, c'est très important. La seul transport réel qu'il va avoir, c'est pour l'amener à l'abattoir pour la fin de vie. Donc, finalement, on va minimiser un maximum le stress. De plus, on essaye de produire au maximum et presque entièrement tous les fourrages dont l'animal a besoin sur la ferme.
Et donc ça permet aussi au niveau de la durabilité d'être très intéressant parce qu'on importe très peu d'alimentation. Vous êtes autonome en fait. Oui, c'est ça. Quelles pratiques agricoles spécifiques, justement en parlant d'autonomie, avez-vous mises en place pour réduire votre empreinte carbone ? Alors ici, de nouveau, ce sont des choses qu'on applique finalement depuis parfois des générations, parce que c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan, tout simplement. Ce Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, les pratiques, c'est travailler énormément sur le pâturage. Donc voilà, vous avez le pâturage, parce que les prairies, elles captent du carbone. Ça a été démontré scientifiquement, moi j'ai eu l'occasion de travailler dessus. Les prairies sont des puits de carbone parfois équivalents à des forêts. Donc ça, on le connaît très peu, mais sans élevage, vous n'avez pas de prairies. Vous avez des friches qui ne sont, elles, pas entretenues et donc qui ne captent pas efficacement du carbone. Et donc le but, c'est d'avoir des prairies et de ne pas mettre trop d'animaux ni trop peu, d'avoir un bon équilibre pour les animaux, mais aussi pour la qualité de la prairie. Et finalement, elle va capter beaucoup de carbone comme ça. J'ai lu quelque part que le fait d'avoir des animaux sur les prairies fait que l'eau pénètre mieux, et que le carbone se fixe mieux. C'est ça, exactement. Mieux que dans une forêt. Exactement. Et surtout que ça reste dans la terre, alors que la forêt, on peut l'abattre. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi le drame de la disparition de l'élevage. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'élevage, votre prairie, elle n'a plus d'intérêt. Par contre, quand vous repartez sur des grandes cultures, vous allez ouvrir votre prairie pour en faire de la culture. Et là, finalement, c'est un peu comme une mise à blanc d'une forêt. C'est-à-dire que vous perdez tout ce que vous avez accumulé pendant des années dans votre sol. Les régions les moins touchées par les inondations sont les régions où il y a beaucoup d'élevage, notamment en Ardennes. Les régions les plus touchées sont les régions comme l'ASB, où vous avez énormément de cultures qui, elles, ne drainent pas et ne captent pas l'eau. Et donc, vous avez beaucoup plus de glissement de terrain, d'écoulement de boue et d'inondations. Le bien-être animal, ouais. Vous le mettez au centre de vos préoccupations. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de particulier pour le garantir ? Alors, le bien-être de l'animal, c'est finalement un travail quotidien dans le management de la ferme, de manière générale. On a parfois l'image, le grand public a parfois l'impression que l'éleveur serait quelqu'un qui relarguerait sa frustration sur ses animaux, mais il faut quand même savoir qu'un animal qui est en mauvaise santé, qui est stressé, qui finalement n'a pas un bien-être optimal, est un animal qui va moins bien produire et finalement la qualité du produit est mauvaise. Tout à fait. Donc, l'éleveur au quotidien, il a tout intérêt à maximiser le bien-être de ses animaux. Et donc, s'il y a un animal qui est dominé dans un lot, c'est l'isoler. C'est avoir un contact constant avec ces animaux et quotidien pour qu'ils soient habitués à vous. Être très calme, être très attentif à tout ce qui se passe et intervenir rapidement en cas de problème, de boiterie, de maladie, pour essayer de minimiser aussi les problèmes de bien-être. Voilà, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de pérennité, que l'exploitation doit être dans une ligne de transmission familiale. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir transmettre ? Vous avez des enfants ? Moi, pas encore. Pas encore. J'espère, mais la ferme est déjà en cours de transmission entre mon père et mes frères et moi. Donc ça, c'est déjà quelque chose une fierté pour nous. À savoir que, par exemple, moi, ma famille est dans le village familial depuis 300 ans, et donc c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, finalement, cette transmission. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc on se bat aussi pour finalement faire survivre notre filière qui est en grande difficulté. Par exemple, on est dans une coopérative qui permet aux éleveurs de se regrouper et de commercialiser leurs animaux, d'avoir plus de poids dans la négociation et donc de permettre aussi d'aller négocier plus directement ses prix. Et donc quand vous arrivez aussi à avoir une sorte de durabilité économique au sein de votre ferme, vous pouvez vous projeter un peu plus facilement et ça permet aussi de pouvoir transmettre dans de bonnes conditions à la génération suivante. Alors revenons encore aux animaux. Vous avez déjà expliqué que le bien-être était au centre de vos préoccupations. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les sols restent sains et productifs au fil du temps ? Parce que ça concerne aussi la gestion des animaux. C'est ça. Donc il faut savoir qu'un sol, si vous le mobilisez ou si vous y amenez trop d'intrants de manière excessive, vous allez avoir une rentabilité courte qui sera bonne, mais une rentabilité sur le long terme qui va être très mauvaise parce que vous allez épuiser le sol. Nous, dans notre petite Ardenne belge, finalement, notre principale source de revenus, c'est l'élevage, et donc c'est le pâturage. Et donc finalement, on essaie d'entretenir nos prairies de manière les plus responsable possible. Et le meilleur intrant qui existe finalement, et le plus écologique, c'est le fumier des animaux. Donc finalement, nous, nos sols, on les entretient en épandant du fumier
de la ferme. Donc finalement, vous avez une boucle fermée. Je pense que les scientifiques étudient depuis des dizaines d'années les meilleurs intrants possibles, mais personne n'a encore battu le fumier des animaux, donc c'est quand même assez magique. Donc je pense que là, on a une belle relation élevage-prairie, ou en tout cas élevage-culture, où vous amenez simplement quelque chose de très naturel sur les sols, ce qui permet de les préserver. Et puis aussi le management d'élevage, c'est-à-dire éviter le surpâturage. La surpopulation dans les prairies. Surpopulation dans les prairies. Ou la sous-population qui fait du tort aussi, parce que là, à ce moment-là, vous avez des prairies qui tombent un peu en divagation. Le but, c'est d'avoir un bon équilibre, de ne pas épuiser la prairie, mais de toujours lui amener un challenge de broutage constant, et ce qui permet à la prairie de se densifier. Et de se renouveler aussi. Et de se renouveler, voilà. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement européen en faveur d'une production bovine plus durable ? Je pense naturellement que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir les contours de cet engagement. C'est-à-dire que l'Europe, parfois, manque de lisibilité pour les éleveurs, en tout cas dans ses projets, parce qu'elle a beaucoup changé aussi entre finalement décroissance et puis productivisme. Et donc, je pense qu'un élevage ne gère pas tous les 5 ans, comme par exemple la PAC, mais sur une génération. Donc, il faut de la lisibilité. Je pense que la durabilité est importante, mais il faut garder un caractère productiviste. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à garder entre les deux. Si on tombe à l'extrême, on va aller sur presque des fermes qui manquent de production, mais le but, c'est quand même de nourrir la population européenne. Et je pense que pour ça, en tout cas l'Europe doit s'inspirer et doit prendre comme exemple ce qu'on peut faire ici en Wallonie, qui, moi je pense, est à la pointe au niveau européen dans le polyculture-élevage, c'est-à-dire vraiment un élevage productiviste, mais qui est respectueux de son environnement, et, de manière générale, c'est-à-dire des gens qui l'entourent, des sols et des animaux. C'est vrai que c'est très très différent d'un pays à l'autre. Oui, et vous parlez d'évolution et de futur. Oui. D'après vous, comment faudrait-il faire pour informer, éduquer les nouvelles générations, la fameuse Gen Z, les millennials, etc. On voit qu'il y a une rupture claire entre les urbains et les non-urbains. Alors en Belgique, ça va encore vu la densité du pays, mais dès qu'on sort de Belgique, c'est assez affolant la différence qu'il peut y avoir. Des urbains qui connaissent la campagne à travers l'écran de leur ordinateur et qui ont des préjugés très clairs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer, pour informer ces gens ? Oui, donc ça je pense que l'élevage, en tout cas les éleveurs se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup abandonné la question de la communication depuis des années. N'est-ce pas ? Et finalement, là je pense qu'ils sont responsables eux-mêmes de ce problème. Moi je le vois bien au travers de la coopérative dont je fais partie, on essaye vraiment d'informer les gens et d'aller au contact sur le terrain, c'est-à-dire dans les magasins, expliquer ce qu'on fait, expliquer le produit qu'on présente aux gens, et ça a toujours un impact assez considérable. Je pense que l'agriculture, elle doit déjà reprendre le terrain des réseaux sociaux, essayer d'occuper un peu le terrain, comme le font très bien les militants anti-élevage. Il faut essayer de reconnecter les gens un maximum. Je vois par exemple quand il y a des mouvements de jeunesse comme des scouts qui viennent très souvent dans des prairies, dans des régions plutôt rurales. Ces gens-là, ça leur fait un bien fou parce qu'ils apprennent à connaître le quotidien, ils apprennent à voir ce que c'est réellement, et souvent, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont appris. Je pense aussi qu'il y a une question d'éducation dans l'enseignement. Je pense qu'on doit permettre aussi aux éleveurs d'aller parler dans les écoles, expliquer ce qu'ils font, permettre d'avoir plus facilement des stages à la ferme ou des choses qui permettent de rentrer en contact direct l'un avec l'autre, parce que comme vous le dites, c'est deux mondes qui se fracturent de plus en plus, et on sent que finalement, c'est deux mondes qui ne cohabitent presque plus ensemble. Il y a quelques générations d'ici, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans, tout le monde avait un membre de la famille dans une ferme, et on passait les vacances à la ferme. Aujourd'hui, on a exploré le monde entier, mais on n'a pas vu les fermes à 20 km de chez soi. C'est ça, exactement. Je suis toujours étonné, moi, de voir des gens de Bruxelles qui voient parfois des vaches pour la première fois en sortant de la périphérie, là où nous, on en voit tous les jours, fatalement. Oui, mais vous ne voyez pas des Bruxellois tous les jours. Non, c'est ça la différence. Petite, pour conclure cet entretien, que je pourrais faire durer longtemps parce que vous avez beaucoup de choses à dire. J'entends bien, mais est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir qui peut se rattacher à cette notion de consommation plus durable et de production plus durable ? J'ai beaucoup réfléchi à une petite anecdote, mais finalement, donc moi je suis éleveur, mais je suis aussi vétérinaire de formation. Donc j'ai l'occasion d'aller encore dans les fermes pour voir d'autres éleveurs, et c'est un contact très intéressant finalement de parler avec d'autres éleveurs, surtout des gens qui sont en fin de carrière. Et finalement j'ai eu une phrase anodine une fois d'un éleveur qui m'a
qui m'a fait quand même prendre conscience aussi de la disparition progressive de l'élevage. Donc à savoir, petit aparté, qu'en Wallonie, il est sorti récemment que 2/3 des élevages, dans 10 ans, seront à remettre. Donc c'est quand même quelque chose qui est une vraie hémorragie, et que dans ces 2/3, environ 10 à 20% risquent d'avoir déjà un successeur, mais les autres seront toujours à remettre. Donc il y a une vraie disparition. Et finalement, on voit que beaucoup d'élevage ou d'anciennes fermes, où, comme vous dites, les gens avaient tout le temps quelqu'un de la famille dans l'élevage, se transforment et finalement deviennent par exemple plus des logements touristiques ou des choses comme ça. Et j'allais chez un éleveur du côté de Durbuy qui me disait, mais moi quand j'ai commencé ma carrière, devant toutes les maisons de la rue, il y avait un tas de fumier devant chaque maison. Maintenant, il y a une voiture avec une plaque d'immatriculation jaune. Donc il me disait, et c'est vrai que c'était drôle sur le coup, mais après, ça m'a quand même fait réaliser de me dire, on doit quand même se battre pour préserver de l'élevage parce que c'est de la production et c'est aussi pour nourrir les gens. Et malheureusement, c'est vrai que quand ces élevages disparaissent, ils sont rarement remplacés par de la production, mais plutôt par du logement où ils répondent à un nouveau besoin. Il faut qu'on garde en tête de pouvoir continuer à nourrir les gens de manière saine et durable. Mais vous avez fait un choix assez extraordinaire. Vous avez fait des études longues, compliquées, en tant que vétérinaire. Mais c'était dans le but de retourner à la ferme ou c'était une autre envie, et puis à un moment, l'appel de la ferme a été plus fort que tout? Non, ça a toujours été la motivation principale. Moi, j'ai fait mes études de vétérinaire parce que j'ai grandi dans une ferme et que cette ferme m'a apporté beaucoup dans ma jeunesse, dans mon éducation. Ça a été très structurant. C'était une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir y aller. Et donc, je me suis dit que finalement, le contact avec les animaux et avec les éleveurs était quelque chose de très intéressant. Et j'ai toujours voulu remettre cette composante éleveur dans mon quotidien professionnel. Et donc c'est quelque chose qui me convient très bien. Et j'ai beaucoup de camarades qui sont également éleveurs et vétérinaires en même temps. C'est un métier qui a de l'avenir, je pense, entre guillemets, d'avoir les deux composites. Parce que vétérinaire, il y en a beaucoup spécialisés dans les petites bêtes, mais c'est vrai beaucoup dans les campagnes. Mais ça, c'est aussi le dilemme urbain. C'est quelque chose qui est aussi très marqué dans les études. Vous avez des gens qui font vétérinaire, mais qui ne veulent absolument pas approcher une vache entre guillemets, même dans leurs études, le moins possible. Et alors, vous avez une disparition progressive des vétérinaires ruraux, et c'est un gros problème aussi. Oui, tout à fait. Beaucoup de questions qu'on pourrait encore poser. Il faudrait qu'on refasse au moins des heures de ce podcast. Merci de m'avoir reçu, d'avoir pris le temps. Merci à vous. D'avoir lu les questions avant de venir. Quand même, un minimum de préparation. Merci beaucoup, vraiment, et merci pour votre franchise. Parce que c'est important de parler avec ses tripes et pas uniquement avec des discours tout en bois. Bien sûr, ça change parfois un peu, mais je pense qu'on a besoin de gens qui parlent avec leur cœur et qui sont encore passionnés par leur métier. Moi, je trouve ça nécessaire. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.